On fait de longues études, on entre dans la vie professionnelle, on se bat pour atteindre ses objectifs, pour évoluer, tout en cherchant son partenaire de vie, la personne avec qui on va pouvoir fonder une famille. Est-ce un schéma réaliste et réalisable lorsque l'on est une femme d'ambition, qu'on ne veut pas mettre sa carrière sur pause? Une femme peut-elle tout avoir aujourd'hui? La question est elle-même pertinente finalement. Pourquoi on ne la pose pas aux hommes? Eh bien écoutez, on va en parler aujourd'hui dans le détail, dans un tout nouveau numéro des femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonjour les filles, ça va? Hello. Hello Anan. Vous êtes bien, toutes belles? Merci beaucoup. Toi aussi d'ailleurs. En fait, on porte toutes la même marque. Hein. Oui, ouais. Ça vient de chez Couleur Concept. C'est ça, exactement. Et il faudrait qu'on se souvienne exactement de cette marque. On va demander à Patrick Edouard, notre styliste, de nous le dire pour qu'on puisse la féliciter. Merci. C'est très joli. Oui. Ouais. Bon les filles, aujourd'hui on parle... je crois que c'est un sujet qui peut fâcher, surtout pour les féministes ou les femmes qui sont tout simplement modernes. Poser la question, en fait, de savoir est-ce qu'une femme, aujourd'hui, peut tout avoir, c'est-à-dire le mari, les enfants et la carrière florissante. Mais je vous la pose quand même, parce que c'est un vrai sujet. À ton avis, Aurélie? Alors, écoute, oui, je pense que c'est possible. Je pense qu'à l'ère d'aujourd'hui, au XXIe siècle, en tout cas, toutes les femmes battantes veulent aussi avoir un foyer et des enfants. Il est tout à fait possible de pouvoir allier ces trois choses. Tout est question d'organisation. Je pense qu'on est toutes un petit peu des femmes entrepreneurs. On essaye de trouver le juste milieu, mais c'est sûr que la priorité reste la famille, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a une carrière, qu'on a des ambitions. Et l'homme qui vient dans notre vie est censé comprendre que on a envie d'évoluer, et je pense que c'est beaucoup tout à notre avantage et à l'avantage du foyer d'avoir une femme justement qui se bat pour sa famille et ses enfants, n'est-ce pas? Alors moi je pense qu'on peut tout avoir en fait, tant qu'on veut, tant qu'on s'organise, en tout cas tant qu'on peut aussi. Donc on peut tout avoir, mais c'est surtout que pour moi la question ne se pose pas. Parce que justement aux femmes on se pose la question de est-ce que tu peux être carriériste et avoir une vie de famille épanouie. J'organise un événement qui montre des femmes qui le font aussi, qui ne le font pas forcément, mais qui le font aussi. Superwoman, donc ça arrive. Mais en même temps, comme je dis, on ne pose pas forcément la question aux hommes. Est-ce que tu peux avoir une carrière comme ça et une vie de famille épanouie? Donc le débat est lancé. Moi, en tout cas, pour moi, c'est possible. Et la question ne se pose pas. Après, moi, je te rejoins complètement parce que j'estime qu'aujourd'hui, en réalité, ça ne devrait pas vraiment être un sujet à débat. Après, ça reste une question dans le sens où on connaît des femmes qui présentent leur vie comme voilà, un sorte d'équilibre parfait entre ces trois choses. Et il y en a aussi d'autres qui vous disent, bon, finalement, le féminisme ou cette perception de la chose, ça m'a porté préjudice parce que j'y croyais, j'y suis allée et ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que ça va vraiment dépendre de plein de choses. Mais moi, en fait, sans te couper, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question aux hommes? Parce que naturellement, à la base, depuis les temps anciens, et enfin depuis toujours, ça a toujours été l'homme qui était censé, on va dire, subvenir aux besoins de la famille. Ça, c'était depuis longtemps. Mais depuis peu, comme on a eu l'occasion d'en parler avec même le coach Yoman, c'est que la femme a évolué avec son temps et que c'est beaucoup plus difficile de faire accepter cette idée que la femme est une travailleuse et qu'elle peut faire plusieurs choses plutôt qu'un homme qui, pour elle, reste quelque chose de naturel. Je pense que la vraie difficulté que peut-être beaucoup d'hommes ou même la société n'acceptent pas, c'est pas tant le fait que la femme travaille, parce que ça commence à se démocratiser finalement. C'est aussi le fait que dans son emploi du temps, les choses changent. Et donc, du coup, si c'est une femme qui travaille plus, peut-être qu'elle a un peu moins de temps à consacrer aux enfants, à son foyer et à l'éducation de ses enfants. Enfin, les choses changent un petit peu. Et ça, je pense que c'est pas très toléré quand même. Non, c'est ça. D'accord. On est d'accord. Bon, les filles, on va porter la question sur la place publique. Comme d'habitude, pensez-vous que les femmes peuvent tout avoir aujourd'hui? On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Au fait, en toute chose, c'est la base. Selon moi, la base, c'est l'éducation.
Voilà, ça dépend de l'éducation qu'a reçue cette dernière. Si elle a reçu une bonne éducation, je pense bel et bien qu'elle peut aller avec tous ces compliments-là. C'est possible pour moi parce que je me dis que dans la vie, tout est une affaire d'organisation. Voilà, une personne qui est mieux organisée peut associer et à la fois sa fonction sociale et puis voilà, sa maison, la famille et bien d'autres choses. L'ambition de cette femme-là ne viendra pas faire échouer son foyer ou sa condition de famille ni son travail. Voilà. Oui, ça peut marcher. Femmes, elles sont nos mamans. Aujourd'hui où on est, ce que les garçons font, femmes font maintenant. La femme elle peut être mère, mais elle peut être présidente. C'est propre. Et depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été des personnes très très fortes. Au village, c'est la culture, c'est le chant, c'est le bébé au dos, c'est le soir, on rentre plus tôt, on fait la cuisine, on entretient la maison, on entretient le monsieur ensuite. Parce que quand lui il vient, il va se coucher, tout le reste c'est lui qui se fait. C'est elle qui se tape sur le travail. Alors maintenant, si on revient en ville, on fait les mêmes écoles, les mêmes universités, on travaille chacun. Mais quand on vient à la maison, monsieur il ne va pas à la cuisine. Hein. Nous on rentre encore à la cuisine. On s'occupe des enfants. Et puis voilà. Donc les femmes, elles peuvent le faire. Réaction, les filles? La dame a raison, un petit peu. La dernière, tu veux dire? Oui, la dernière. C'est la femme, en fait, elle a toujours travaillé depuis la nuit des temps avec son mari. Même nos mamans, elles vont au marché. Pendant que monsieur va au travail, elle s'occupe des enfants. Moi, je pense que le seul problème, c'est le dépassement d'horaire. Parce que quand monsieur est là à 20h, il faut que madame aussi soit là à 20h, peu importe ce que tu fais. Mais une femme qui vient te dire « Ah oui, malheureusement, je ne suis pas disponible, j'ai une réunion avec mon patron à 21h », elle va dire « Quelle réunion à 21h là, tu vas faire avec ton patron ou bien des collègues qui ne peuvent pas se faire dans la journée ?» Et puis sans compter ça reste un peu misogyne. Le fait que même si ces femmes sont très fortes, étaient très fortes et sont très fortes, il ne faut pas se mentir, c'est difficile de faire tout ça. D'allier le travail toute la journée, d'être, je sais pas, que quand on est commerçante, après rentrer faire à manger, ensuite s'occuper des enfants. Enfin, pouvoir tout être en même temps, c'est pas facile. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi je parlais de questions qui ne se posaient pas, c'est qu'à un moment donné, comme on dit, les femmes, elles ont toujours travaillé, elles se sont toujours occupées des enfants, mais que la femme, la dernière dans le reportage, aujourd'hui, on fait les mêmes écoles, on a accès à la même éducation, en tout cas pour les chanceuses parmi nous. Et donc, en fait, on a accès plus ou moins au même poste. Et c'est encore, on va dire, c'est discutable. Opportunité. Ouais. Mais on a quand même accès au même poste de direction, de management, etc. Et en fait, ayant accès à ces mêmes opportunités professionnelles, à la maison, on nous demande de faire des tâches. On ne nous demande pas, on attend qu'on fasse des tâches qui nous sont dédiées depuis la nuit des temps, alors que notre fonctionnement et notre manière d'être dans la société a évolué. Donc en fait, la question pour moi ne se posait pas parce qu'à un moment donné, pourquoi la femme peut allier avec tout ça? Parce qu'elle a un homme qui comprend ça et qui l'accompagne dans cette démarche. Ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est vrai. Et le truc, c'est je pense plus que c'est aussi culturel. Parce qu'en Europe, une femme qui travaille et un homme qui travaille, si la dame a du boulot jusqu'à 21h, 22h, ben l'homme, il s'occupe à la maison des enfants, il fait la cuisine. Pas croire, mais ici, c'est pas possible. Il ne faut pas croire, il y a une femme espagnole qui a fait un test, qui a fait le buzz d'ailleurs sur les réseaux sociaux, une espagnole ou une canadienne, je ne sais plus. Bref, une européenne, donc voilà. Elle a fait un test, en fait, justement, pour parler de charge mentale. Elle a décidé de ne pas toucher à la vaisselle. Pendant une semaine. Pendant une semaine. Tu as vu le truc? Ah ouais? Mais en fait, la vaisselle s'est accumulée. Donc même si le mari il ouvre le lave-vaisselle, il se rend compte que ces trucs, il est dépassé, il referme. C'est pas mon problème, il continue sa vie, la poubelle. C'est au bout de 4 jours qu'il a commencé à se dire, ah tiens, je vais jeter la poubelle, je vais faire ça. Mais en fait, ni les enfants, ni le mari n'ont pris cette et je te dis, l'expression charge mentale, ça vient pas de chez nous. Hein. Non, ça vient de là-bas. Donc c'est un problème partout. C'est pour dire, c'est pas un problème culturellement, c'est pas un problème un peu africain. plus quand même en Afrique. Hein. Non, c'est pas forcément un problème africain, c'est vraiment un problème féminin. Ouais, et c'est un problème de mentalité parce qu'en fait, en fin de compte, tu auras quand même des hommes, peut-être que ça évolue peut-être plus rapidement en Occident, mais qui sont encore dans cette mouvance de oui, on n'a pas l'habitude de faire toutes ces choses-là, on n'a pas été élevé comme ça, c'est la femme qui le fait, donc non, mais c'est quand ça change, je sais pas comment. Je pense, il n'y a pas de test, enfin, je n'ai pas de preuves, mais la seule différence, je pense, c'est que peut-être l'homme occidental ne va pas dire c'est ton rôle, je sais pas, tu vois. Mais dans les faits, ce qu'il va faire. Dans les faits, c'est ce qu'elle va, voilà, dans les faits, ce qui va se passer, parce que naturellement,
on a, comme tu dis, cette aptitude qu'on a de s'occuper des enfants, de s'occuper de tout faire. Bah, écoutez. Mais bon, après, encore une fois, moi, c'est ça mon Et problème. donc, si on peut tout Avec faire... le fait de tout faire, là, c'est aussi ce côté-là, on te voit un peu comme un robot, finalement. C'est ça. Mais c'est vrai. C'est genre, une femme, c'est une superwoman. C'est vrai, c'est bien. Ouais. Mais quelque part, parfois aussi, il y a des femmes qui te disent, je peux pas. Je peux pas, oui. Ouais, y en a Et qui c'est ne pas, peuvent et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'elle est pas la fin faible. du monde. Voilà. On va accueillir tout de suite nos invités en plateau pour en parler. Justement, elles vont partager leur expérience de femmes, d'épouses, de travailleuses, de femmes qui travaillent, qui sont dans la vie active. Véronique, aujourd'hui, nous avons Véronique Vonan-Aoussi, qui est donc entrepreneur, et Aminata Kouma-Moulo, qui elle est gestionnaire de connaissances. Bonjour à toutes les deux. Mesdames. Véronique. Chic, hein. Ouais, Ouais, c'est vrai, toutes les belle. deux très bien habillées en pantsuit là. Super corporate. Exactement, très corporate. Alors, Véronique, on vous a déjà reçu sur le plateau des femmes d'ici, Oui, dans un tout autre thème. c'est ça. Mais là, vous allez nous parler un petit peu donc de votre comment vous arrivez à jongler un peu la vie professionnelle et la vie personnelle. D'accord. Vous aussi, hein, Aminata Moulo, Oui, Kouma Moulo, c'est cela. c'est ça, parce que le nom d'épouse c'est Moulo. Oui, c'est cela. Et vous êtes gestionnaire de connaissances. Oui. Je voulais vous la poser la question la dernière fois, ça m'a échappé. C'est quoi une gestionnaire de connaissances exactement? D'accord. Déjà, moi, je suis gestionnaire de connaissances et spécialiste en communication. Je travaille dans une banque multilatérale de développement. Et en fait, je travaille dans le domaine de l'évaluation du développement. Et mon rôle, il consiste en faire en sorte de pouvoir extirper et synthétiser les connaissances qui sont issues des évaluations de projets, de programmes ou de toute autre évaluation institutionnelle, et j'en passe, de pouvoir les synthétiser, les disséminer auprès des parties prenantes, afin que ces connaissances qui sont générées là puissent en fait renforcer l'efficacité du développement. Très bien. En gros, c'est Ça ça. visait au renforcement de capacité. Comme C'est on dit ça. chez nous, elle connaît papier. Elle connaît. Exactement. Et bien justement, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, parce que toutes les deux, vous connaissez papier. Et en fait, la question qu'on pose aujourd'hui, qui est une question large, on va la décortiquer un petit peu, c'est est-ce qu'une femme, en Côte d'Ivoire en particulier, peut tout avoir, c'est-à-dire vraiment développer sa carrière professionnelle, gravir les échelons, avoir un poste à responsabilité, tout en jouant le même, enfin pas le même rôle, mais en tout cas le rôle d'épouse et de mère qui est dans une certaine mesure attendu aussi. Ben, à mon avis, je pense que oui. Et le maître mot, on va dire, du micro-trottoir, de toutes les interventions qu'on a vues, le maître mot, moi, je dirais que c'est l'organisation. Tout est une question d'organisation, en toute chose d'ailleurs. Et je pense qu'il est tout à fait possible pour une femme d'avoir des fonctions élevées, d'avoir des responsabilités, de s'occuper de sa famille, de son ménage, de l'éducation de ses enfants, parce qu'il ne faudrait pas délaisser cet aspect-là au profit d'un autre. Il faut juste trouver l'équilibre. Et comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, les femmes l'ont toujours fait, depuis la nuit des temps. On sait qu'on a les Nana Benz au Bénin, qui sont des femmes entrepreneurs qui brassent énormément de ressources financières, d'argent, qui prennent en charge des familles, parfois même plus que les hommes, qui voilà. Et donc, ça a toujours été le cas. Depuis le temps de nos mères, seulement le contexte, il a changé. Et voilà, nous nous adaptons, nous continuons dans cette même lancée-là. Donc, c'est tout à fait possible. Aucun compromis n'est... Je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est pas étonnant de voir une femme qui est une épouse, en même temps une mère, et qui a plein d'activités. Aujourd'hui, moi, je suis une technicienne chargée de formation dans une entreprise d'État, mais en même temps, je suis businesswoman. Alors, j'ai une restauration en ligne, je suis make-up artiste, je suis organisatrice d'événements, je suis présidente d'ONG et j'en passe. Waouh. J'arrive à cibler... Alors, j'arrive à cibler tout cela avec, bien sûr, l'implication de mon époux. C'est le secret. En fait, il faut impliquer son époux davantage dans l'activité qu'on mène pour être épanoui. Ouais. Voilà. Donc pour vous, c'est vraiment ça, le fait qu'il ait un rôle... Qu'il a un rôle vraiment prépondérant dans ce qu'on fait. Voilà. Alors moi, j'ai lancé un média. Donc quand je lançais ce média, on me disait que tu vas empêcher les femmes d'être des vraies femmes, de se marier, de s'épanouir et tout. Et tu ne vas pas te marier, tu ne peux pas faire ça. Donc tu ne peux pas faire ça et prétendre vouloir un mari. Donc moi, je sais que vous êtes déjà mariée, mais est-ce que justement votre ambition, votre carrière a été un frein dans justement, on va dire, vos relations amoureuses? Bon,
Particulièrement, je dirais que non. Je vous donne un témoignage. Alors, moi, j'étais embauchée dans une structure de la place, un call center que j'étais le nom. J'étais call center et vraiment, je n'avais pas le temps. J'étais déjà mariée. D'accord. De la manière traditionnelle avec mon mari. On vivait déjà ensemble. On n'était pas encore mariés légalement. Mais déjà, on avait une vie de famille. Voilà, on était tous deux à la maison, on vivait ensemble. Mais en entreprise, je n'avais plus le temps pour mon mari. Il m'a connue quand j'étais stagiaire dans une autre entreprise. Après, on m'a embauchée dans une autre entreprise en tant que titulaire. Mais je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. D'accord. J'étais tout le temps du lundi au samedi en train de travailler de 7h à 19h. C'était vraiment compliqué. Ouais. C'est vrai que j'étais épanouie dans mon travail parce que c'est ce que je voulais faire. J'aime bavarder, donc du coup... quand j'ai trouvé le call center, on ne recevait pas d'appels, mais on appelait pour vendre. D'accord. Donc du coup, c'était tout le temps des bavardages en ligne. Je me sentais épanouie, j'aimais ce que je faisais. Mais à la maison, j'avais un petit trou. J'étais habituée à me lever à 5h du matin pour faire le petit déjeuner à mon mari avant de partir au travail. Le soir, quand on rentrait, je rentrais assez tôt, à 16h30, je lui faisais son dîner parce que j'aimais le faire. J'avais une fille à la maison, mais j'aimais le faire. Il faut aimer ce que tu fais. Voilà, donc il était habitué à mes plats. Voilà, mais à un certain moment, c'est la fille qui faisait tout. Il y a une différence entre quand tu prends les choses en main et la femme. Toujours. Il y a une différence. Il est mieux servi que par soi-même. Du coup, il ne terminait pas ses repas, il était tout le temps nerveux à la maison. Moi, je savais pourquoi, mais je faisais mine de ne pas savoir. Mais je l'ai fait asseoir pour lui demander, mais écoute, tu vois, voici la situation, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas laisser mon travail parce que c'est vrai qu'à la maison, tu t'occupes pratiquement de tout, mais en tant que femme responsable, j'ai besoin de me sentir utile. Dans notre foyer, j'ai besoin aussi de me sentir stable financièrement. Bien sûr. Il a compris physiquement. Bon, là, il a compris, mais intérieurement, je savais que c'était pas ça. C'était dur. C'était dur. Donc, j'ai pratiquement fait 8 mois, mais il fallait que je prenne une décision. En négociation. En négociation, 8 mois. D'accord. Il faisait mine de oui, je comprends. Mais au fond, tu connais ta chose, tu sais que c'était pas ça. Il n'est pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Donc, il fallait faire un choix. Je ne pouvais pas démissionner comme ça. En tant que chrétienne, j'ai mis ça en prière. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, le proverbe 31 disait que la femme doit garder sa lampe toujours allumée. Seigneur, fais-moi gagner un travail qui me permettra de garder ma lampe allumée à la maison. D'accord. Donc, je faisais ça. J'ai dit à Dieu, je pars démissionner. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je mets tout entre tes mains. Parce que je ne vais pas rester comme ça aussi. Là, je n'avais pas encore l'initiative de prendre des entreprises, de créer des entreprises. C'était seulement le travail. Et là, je suis partie, j'ai démissionné. Mon supérieur m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu as quelque chose en main? Il dit, fais croire aux gens que j'ai quelque chose en main. Voilà, mais je vais démissionner. Mais je sais que je ne vais pas rester comme ça parce que je sais me battre. Donc, mon mari ne savait pas que je partais démissionner. J'ai pris l'initiative de démissionner. Et quand je suis rentrée à la maison le soir, en même temps, ils ont peur. C'est ça le paradoxe. En même temps, ils ont peur. Je lui ai dit, j'ai pris l'initiative de démissionner. Il dit, démissionner pour moi. Je dis, non, pas pour toi, mais pour la famille qu'on est en train d'entreprendre. De construire, oui. Il dit, mais bon, après, est-ce que ça t'a pas dérangé? Ne le fais pas pour moi, hein, fais-le pour toi. Il dit, mais j'ai déjà fait. C'est comme ça, ils sont. J'ai déjà fait. Mais je sais que je vais avoir quelque chose. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, on va s'atteler à ça et puis on va gérer. Donc, j'ai pris une semaine, j'ai cherché du boulot. Et le stage que je faisais avant, je me suis dit, mais bon, là, j'ai déjà fait un stage là-bas. Si on me rappelle, ce sera pas mal. Donc, j'ai repostulé encore où je suis partie et on m'a rappelé pour être technicienne chargée de formation. C'est très bien. Très bien. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, c'est que déjà, avec une activité au départ, c'était difficile. Maintenant, vous en avez au moins 4. Vous avez combien d'enfants, pardon, aussi? Vous avez des enfants? Un enfant. Ah, okay, vous avez 4 et en plus de ça, vous avez rajouté un enfant. C'est ça. Si déjà au début c'était difficile, concrètement en termes de pratique, comment vous faites pour ces femmes qui ont besoin justement de s'organiser? Comment vous avez réussi à vous organiser? En fait, j'ai trouvé mon petit secret, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le secret, nous on veut savoir. Alors le petit secret, c'est de ne pas peur en fait d'engager des personnes pour travailler pour vous. D'accord. Si on ne peut pas déléguer en fait. Il faut faire travailler son leadership en, bien sûr, s'assurer que les personnes, en votre absence ou en votre présence, puissent donner un travail dont vous vous attendiez. C'est ça, en fait. Donc, j'ai impliqué mon mari dans toutes mes entreprises. C'est moi qui gère. Ce sont mes entreprises. En dessous de vous, entre guillemets. Non? Non, il accompagne juste en donnant des conseils, c'est ça? Voilà, il me donne des conseils. C'est-à-dire que le mari doit se sentir intégré, impliqué dans ce que vous faites.
C'est pas pour lui, c'est pas son activité. Chacun a son c'est juste domaine. de lui en parler, Voilà. de partager. Il se sent en fait important quand on partage l'expérience du travail avec, avec lui. Bien sûr, Du coup, j'ai trouvé que mon mari était ce genre de personne. Il faut juste lui en parler. Il faut l'intégrer dans ce qu'on veut faire. Et quand il a un petit pouvoir de décision, automatiquement, ça passe. Ça le rassure. Ça le rassure. C'est malin, ça. Voilà, ça le rassure. Dans tout ce que j'ai en J'ai entreprise. besoin de conseils, je sais pas trop comment est-ce que je dois ça. faire, nanana. Tout à fait. Et vous discutez. C'est donc voilà. ça. N'ayez pas peur de dire « Ah, mais c'est mon projet. Il ne faut pas que mon mari... » Bon, ça dépend, il faut connaître aussi son homme. Il ne faut pas que mon mari s'accapare du projet. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de l'intégrer. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire. Oui, pour qu'il se sente concerné. Voilà, j'ai besoin de ça. Mais t'en penses quoi? Est-ce qu'on doit faire... Est-ce que je dois? Non. Est-ce qu'on doit faire ci? Est-ce qu'on doit faire ça? Du coup, il se sent intégré. Et c'est plus facile de faire passer les idées. Et en plus, on engage des personnes pour travailler pour nous, pour se sentir plus utile à la maison. Voilà. D'accord. Vous, ça vous parle un peu cette stratégie Oui. d'intégrer le Oui, mari bien dans sûr. Comment ça se Moi, passe mon cas, il est un tout petit peu différent. Je dirais, moi, personnellement, j'ai eu le soutien de mon époux, avant même qu'on soit mariés et tout ça. Il m'a toujours soutenue dans mes ambitions. Voilà. Et je pense que c'est une fierté pour lui d'avoir une épouse qui a de grandes ambitions et qui se donne les moyens d'y arriver, avec son soutien, bien sûr. Et je pense que la stratégie que Madame Vonan, Véronique a utilisée, c'est la meilleure. Parce que la femme, c'est cela. La femme, pour gérer son foyer, il faut aller avec de la douceur. Il ne faut pas taper sur la table. Il faut savoir faire accepter ses idées. C'est du marketing. Il faut savoir vendre ses idées. La négociation. La négociation. Donc, il faut développer ces compétences qui sont déjà féminines, on va dire, la plupart du temps. On est doué pour ça. Et voilà. Et je pense qu'avec les maris avec un mari compréhensif, ça devrait aller. Alors, on va continuer à parler un petit peu plus dans le détail de justement comment vous alliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ce sera juste après une courte page de pub. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Aujourd'hui, on parle de la femme moderne. Peut-elle tout avoir, c'est-à-dire une carrière florissante, un mari, des enfants, et est-ce que ça peut fonctionner dans la plus grande harmonie? Juste avant de partir en coupure pub, vous nous disiez, Aminata, qu'il s'agit donc de déployer ces soft skills qu'on a un petit peu de manière assez naturelle, nous les femmes. Est-ce qu'il y a quand même des moments où c'est difficile et qu'il y a quand même des petites difficultés au quotidien que vous rencontrez? Je pense que naturellement, on peut rencontrer des difficultés lorsqu'on a un travail qui est très prenant et qui prend le pas un peu sur la vie de famille. Quand on a un travail, comme Véronique le disait, qui te fait sortir de la maison aux aurores et qui te ramène une fois que les enfants sont couchés, sur une courte période, ça peut passer parce que, voilà, pour une situation particulière. Mais sur le long terme, en tant que femme, ça dérange. On n'attendra peut-être même pas que le mari se plaigne, mais en tant que femme, ça dérange. On va se sentir un petit peu... voilà. Et là, ça peut créer des petites frictions. Et donc là, il va falloir penser toute une organisation, il va falloir réfléchir à est-ce que je continue dans ce schéma-là au détriment de l'harmonie familiale ou alors est-ce que j'essaie de réadapter les choses parce que mine de rien, c'est vrai qu'on est dans une société, on va dire, qui tend à être un peu plus féministe et qui dit que oui, l'homme et la femme, voilà, ont les mêmes devoirs, ont les mêmes obligations. Mais naturellement, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Le foyer, il repose un peu plus sur les épaules de la femme. Exactement. Et pour cela, elle doit pouvoir trouver du temps pour sa famille, pour son époux, pour ses enfants. Et il faut parfois faire des concessions. Il ne faut pas abandonner, selon moi, ses convictions. Il ne faut pas abandonner ses projets professionnels, mais il faut pouvoir vraiment mitiger et puis trouver le bon équilibre. À quel moment, je pose la question à vous deux, à quel moment vous pensez qu'il y a une limite?
Parce que nous, on est d'accord là-dessus. On est toutes des femmes, on ne va pas... on est féministes, mais moi, je pense déjà que le couple, c'est un commitment. C'est entre... Oui, c'est un engagement. C'est un engagement et c'est entre deux qu'on s'organise, en fait, finalement, selon les forces et les faiblesses de chacun. Donc, il n'y a pas de... Comme on est égaux, etc., etc. Pour moi, c'est pas forcément juste dans le couple. C'est deux personnes qui s'entendent. Par contre, vous, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez dû démissionner parce que vous voulez l'harmonie de votre couple. À quel moment vous vous dites ça, c'est limite? Par exemple, quand il y a des tensions, il y a des difficultés, à quel moment vous sentez que, quand même là, je ne peux pas faire ce sacrifice ou bien où je dois abandonner le temps que je dois passer faire un choix, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que de manière générale, globale, vous gérez, mais il y a des moments de vie où il faut faire un choix. Et comment vous assumez ça? Et si ça ne va pas, que monsieur n'est pas d'accord, comment vous pourrez gérer ça, en fait? Alors, moi, je vais toujours prendre l'expérience. Parce que c'est vrai, c'est facile de parler en théorie, mais quand on a un peu de l'expérience vis-à-vis de ça, on peut mieux s'exprimer. Alors, il y a eu un moment, pour une make-up artiste, c'est vraiment difficile à partir du mois de, généralement, août, mais surtout décembre. Décembre, pour une make-up artiste, elle n'a pas le temps. C'est-à-dire du lundi au dimanche, il y a toujours des choses, surtout les week-ends. On peut se prendre de 3h du matin à 20h pour t'asseoir. Ça, c'est la vie d'une make-up artiste. Donc, dans mon élan de vie de make-up artiste, avant de prendre ma grossesse, parce que la grossesse, quand même, ça ralentit un peu les choses. Avant de prendre ma grossesse, en 2019, c'est ça, il y a eu un moment en décembre, j'étais submergée par les clients. Oui, c'est l'argent. L'argent coule à flot, on a les clients. Mais après, on a, sans s'en rendre compte, tendance à délaisser un peu le côté famille, parce qu'il faut répondre de ses responsabilités. On quitte la maison à 3h du matin, souvent parce qu'on a 3 mariés qui doivent se marier, peut-être l'une à 8h, l'une à 9h, une autre à 10h. Il faut savoir planifier. Et là, tu le fais avec ton époux, vous planifiez. Il est conscient du fait que tu vas sur le terrain pour faire un travail. Mais surtout le mois de décembre, quand ça se répète, finalement, le mois de dépenses est réservé pour les familles. En fin d'année, on doit se retrouver en famille. On doit faire les courses pour les enfants, pour la famille, et puis avoir de nouvelles perspectives pour le foyer. Voilà, comme on le dit dans l'entreprise, se projeter pour 2020. Mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que j'étais carrément absente de mon foyer. Et là, je me suis rendu compte parce qu'on a commencé à avoir des tensions. Bien sûr. On a commencé à avoir des tensions. Il comprenait. Et souvent, même, il m'accompagnait. Par exemple, quand je vais à Assigny, je peux conduire. Mais je lui dis, pardon, allons à Assigny, j'ai des clients. Je finirai à 16h. Comme ça, on profite un peu. Comme ça, on profite un peu. Mais à vrai dire, on ne profite pas parce qu'il va me déposer. Je suis en train de travailler. Il se promène seul. Bah oui. Et donc, ils se sont encore plus inutiles et utilisés en plus. Inutile et utilisé. Voilà, inutile et utilisé en plus. L'exploitation de l'homme par la femme. Voilà, parce que souvent, on peut se dire, ah non, je vais impliquer mon mari, mais il y a des limites aussi. Parce qu'il va s'impliquer, mais après, tu es en train de maquiller, tu es en train de coiffer tes trucs. Moi, je ne vais pas les présenter mon mari à mes clientes. Voilà, chacun a sa vie privée. Là, juste pour, voilà, donc je me dis... Il y a des demoiselles d'honneur qui sont voilà, belles à côté. Donc, il est en train de se promener dans plein Assigny, là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça. Dans plein Assigny, il est en train de se promener, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Après, je lui dis à 16h, j'ai fini. Il vient me récupérer, on rentre à la maison. Je suis épuisée parce que je me suis arrêtée de 7h à 16h. Je suis épuisée, je ne peux absolument rien faire. Et là, ce soir-là, on avait prévu quelque chose, mais je n'ai pas pu parce que j'étais en burn-out. Je ne pouvais pas répondre. Et ça s'est répété plusieurs fois et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait changer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris une assistante. Tous les rendez-vous de samedi, je me suis limitée à seulement... Il ne faut pas être trop gourmand. Bien sûr. Je me suis limitée à 2 ou 3 clientes au maximum. Et j'ai libéré mes après-midi du samedi et mes après-midi du dimanche. Et je pense que c'est important, ça. Voilà, pour que ça soit équilibré. On reste toujours dans le concept de déléguer, pour mieux s'organiser. Exactement, pour répondre aussi à la question... Et de libérer aussi des de sacrifier certaines choses, voilà, pour ne pas empiéter sur l'autre. Ma question, c'était surtout que, par exemple, si ça vous épanouit vraiment et que vous êtes vraiment à fond dessus et que vous ne voulez pas arrêter, comment ça se passe? C'est ça, en fait, la question. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Est-ce qu'il y a des moments où on va plutôt dire tant pis pour la famille,
Voilà, est-ce qu'il y a un moment où vous décidez de, à chaque fois, vous devez, comme on dit, prendre un peu de recul, réduire le rythme pour pouvoir être à chaque fois? C'est une vraie question. C'est une vraie question. En toute chose, il faut de la mesure. Il faut se donner des limites. Moi, j'ai, on va dire, une occupation qui est peut-être moins prenante que la vôtre, parce que je suis en institution, donc j'ai une heure de début, une heure de fin. Une heure de début, une heure de fin. Bon, parfois, les charges font que tu es obligé d'aller un peu plus tôt et descendre un peu plus tard, juste par conscience professionnelle. Mais moi, personnellement, je me suis donné vraiment des limites que j'essaie de respecter. Je sais que je descends, je dis n'importe quoi, à 16h ou à 17h. Une fois qu'il est 16h ou 17h, peu importe la charge de travail que j'ai, je referme mon ordinateur et je rentre chez moi. Parce que j'ai une autre vie à part le boulot. Voilà. Quitte après avoir s'être occupé de mon époux, de la maison, des enfants, quitte après à réouvrir mon ordinateur et prendre de l'avance sur ma journée, voilà, dans la soirée, prendre de l'avance sur mes tâches du lendemain, je le fais pour gagner du temps, en fait. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est... On parle souvent de maris qui refusent souvent ou qui acceptent et qui réussit à comprendre quand même. Mais est-ce que, imaginons dans le cas où votre enfant est un petit peu, enfin, devient grand et qu'il est un peu adolescent et que vous avez quand même beaucoup de travail, mais que vous voyez quand même que votre enfant, vous n'êtes pas présente, vous n'êtes pas assez présente pour lui et qu'il commence à y avoir quand même des petites déviances ou des changements de comportement. Est-ce que ça va aussi influencer votre travail? Est-ce que vous allez vous dire, bon là, mon fils est en train, ou ma fille est en train de partir un peu n'importe où, j'arrête de travailler pour me concentrer que sur elle? Comment vous feriez dans ce cas-là, éventuellement, surtout quand vous avez beaucoup d'activités? Ça peut arriver. Alors, pour ça, j'ai une amie, une grande amie, voilà, qui est plutôt plus grande, qui m'a dit, il faut être présent dans la vie de l'enfant, dans les moments marquants de l'enfant, de sa vie. C'est des moments de qualité surtout. Voilà, des moments de qualité. On peut être présent dans la vie d'un enfant sans être présente. Ouais, oui, juste assise là, vous êtes dans la même pièce. On est dans la même pièce, on est toujours là, je fais à manger pour mon enfant, je l'accompagne à l'hôpital. C'est des choses on fait tous les jours. Mais il faut être marquant, il faut marquer en fait l'enfant dans ces moments précieux, comme l'adolescence, comme elle a dit tout à l'heure. Donc, s'il y a un problème au niveau de son adolescence, je suis capable de ça, parce que la famille vient avant tout, surtout l'enfant. L'enfant vient avant toute chose. Donc, je suis capable de sacrifier mon activité professionnelle pour mon enfant. Parce que là aussi, il ne faut pas chercher forcément à vouloir trop gagner. Comme elle a dit tout à l'heure, Aminata, il faut savoir limiter ses Alors justement, la question qui se pose pour beaucoup de femmes, c'est même bien avant l'adolescence, c'est je veux tomber enceinte, je veux avoir un enfant. Est-ce que c'est compatible même avec cette période où je commence à prendre des responsabilités? Ça veut dire que je vais prendre un congé maternité, peut-être que je vais prendre du retard. Pendant que moi, je pars en congé maternité, il y en a qui vont venir arriver prendre ma place. Est-ce que ça avait déjà été une question pour vous J'ai besoin de rajouter à la question la partie carrière, surtout pour vous qui êtes en entreprise, qui aspirez forcément à des postes encore plus hauts. Il y a aussi ce côté ambition. Est-ce que votre ambition peut être limitée par rapport justement à votre gestion de foyer? Par exemple, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez avoir un poste, vous allez être directrice, je ne sais pas, en Espagne pendant 3-4 ans. Par exemple, voilà, être à distance, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez considérer par rapport à votre couple? Refuser? Vous, c'est votre famille même, surtout. Oui, en fait... Après, parfois, la famille peut suivre la femme aussi. Hein. Moi, personnellement... En fait, j'ai lu une étude qui dit que en fait, l'ambition féminine... Oui, on a tendance à la réduire. À la réduire sur la famille. Moi, personnellement, pour ma petite expérience... c'est vrai qu'avec l'arrivée des enfants, les choses se compliquent un tout petit peu. Parce qu'il y a des femmes qui ont des grossesses très difficiles, elles sont alitées du début à la fin. Moi, je n'ai pas eu ce problème, heureusement. Et il y a des employeurs qui ne sont pas aussi très compréhensifs, quoique le droit du travail protège la femme dans ce sens-là. Mais sur le terrain, il y a des employeurs qui ne sont pas compréhensifs. Encore heureusement, pour moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais je pense que moi, comment je m'organise, je me projette dans ma carrière. Je me dis, voilà l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis à tel niveau. Voici ce que j'ambitionne d'être dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux dire, je me donne 5 ans ou je me donne 7 ans
je veux 2 enfants, je me donne 7 ans pour avoir mes 2 enfants. De telle année à telle année, j'occupe telle responsabilité. Je pense que c'est compatible avec la gestion d'un enfant à bas âge. OK, j'ai un enfant. Ensuite, j'essaie d'évoluer. Bon, je vais essayer de passer de tel grade à un grade supérieur. Je me donne 2 ans pour arriver à passer ce grade-là. Et ensuite, OK, je peux avoir un autre enfant. Et après, je serai libre. Donc, on retarde aussi les grossesses. On calcule les grossesses. Voilà, Après, mesdames, vous savez très bien, c'est on peut comme ça calculer que les je grossesses, m'organise. mais... Exactement. Je voulais aussi répondre sur ça. Vous êtes très bien Il n'y a structuré. C'est ça. il y a aucune forme de contraception qui est sûre à 100%. Non, parce que c'est vrai que vous êtes très bien structuré. Mais combien sont celles qui se structurent Je comme ça dis juste que ça peut arriver. C'est-à-dire que dans le cas où ça se passe mal, comme, bon, ça ne se passe pas mal, mais bon. Il y a un imprévu. Voilà, qu'il y a un imprévu, comme mon cas. Moi... Alors, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, on a programmé avoir des enfants juste après la dot et ensuite un autre après le mariage. Mais voilà, les voies de Dieu sont insondables. Ça, c'est pas fait. D'accord. Ça, c'est pas fait. Alors, j'étais déjà en service. Et voilà, on a fait la dot. La belle famille, on est en Afrique. La belle famille te regarde. Et même toi, tes parents, surtout chez les Akans, chez nous, on te regarde. Mais attends, mais tu as fait ton mariage, où est l'enfant? Pourtant, tu as d'autres projets. Tu te dis avec le temps, mais attends, mais c'est Dieu qui donne. Quand ça vient, ça vient. Mais là encore, tu n'es pas figé parce que tu dis que ça veut dire 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne vient pas. Tu commences à te poser des questions. Tu as les charges du travail, les charges de tes entreprises et aussi les charges du foyer. De la famille. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Je me suis créé des activités pour combler ce vide-là dans ma tête. Je me suis créé des... En fait, c'est d'où est sortie toutes ces entreprises-là. C'était la question. C'était la période, oui, un peu d'essai. D'essai de Exactement. De maternité. Voilà. C'était la période d'essai des maternités et ça ne venait pas. Ouais. On part à l'hôpital, il n'y a pas de problème, mais ça ne venait absolument pas. Aussi. Donc le stress, on disait que voilà, c'est le stress qui faisait. Quand on met son esprit sur quelque chose, là, surtout faire des enfants, souvent c'est le contraire qui arrive. Je me suis dégagé l'esprit. Et ça, je vous dis, voilà, j'ai pas vraiment honte de le dire, 5 ans de recherche. Ah ouais, quand même. 5 ans de recherche, mais ça ne venait absolument pas. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Bon, il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver une motivation ailleurs. J'ai mon travail, mais ça ne me suffisait pas parce que je suis une personne très active sur le marché, j'aime bouger. Je me suis créé des entreprises comme Meuc Patis. Et quand j'ai pris la grossesse, 5 ans après, miraculeux. Mais du coup, il y a 50 000 activités. Ouais. Oui, j'étais en pleine activité, j'étais dans l'essor de mon ascension, dans le make-up. Je commençais à être connue, j'avais beaucoup de clients et c'est en ce moment-là que la grossesse est venue. Bah. Comment il faut faire? Parfois, on planifie pour rien. On planifie pour rien, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en pleine ascension, on m'invite ici dans les téléplateaux, je vais à la RTI pour faire quelques présentations et voilà, la grossesse est venue. On ne peut pas allier grossesse et make-up, il y a d'autres qui arrivent. Mais j'avais tellement cherché C'est dur. Cet enfant que vous vouliez Cet enfant, pas je me suis dit... les protéger aussi. Voilà, je me suis Il faut dit... rester debout tout le temps, déjà. C'est ça, tu dois rester debout. Je me suis dit, bon, dans les débuts, je vais essayer de faire. Mais à un moment, j'étais à 3 mois de grossesse, on m'a fait un cerclage. Ah oui, bah oui. On dit attention, le boulot, oui, Assieds-toi. mais ta santé, voilà, on risquait quelque chose. J'étais mains et pieds liés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'étais habituée à avoir des revenus, à part mon salaire. J'étais habituée à avoir des revenus. Et quand tu commences à toucher l'argent, tu commences à avoir des revenus. Ça, un style de vie Et en fait, aussi. je suis sûre que c'est là que vous avez commencé à déléguer. Exactement. Ouais. C'est là que le hic, d'abord, il fallait combler le trou du make-up. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir de l'argent? Pour boucher le trou en fait du salaire. J'ai créé ma restauration en ligne. D'accord. Pas à la maison. Donc vous trouviez d'autres systèmes, d'autres moyens de... D'autres moyens Et puis de vous rester occupé parce que vous Exactement. aimez Il fallait pas que je sois accouchée et puis je suis là, je pense Bien à ma sûr. grossesse, je pense à comment l'enfant va se comporter. Non. Il fallait que je crée une activité. J'ai créé la restauration en ligne et j'ai délégué des personnes pour s'occuper de cette restauration. Ça, Et c'est des bons conseils, j'ai formé une make-up artiste pour aller aussi dans mes rendez-vous qui ne sont pas à les votre mariés, place. parce que les mariés veulent que tu viennes forcément. Mais les petits rendez-vous, je pouvais trouver quelque chose, elle prenait une moitié et moi je prenais le reste et j'ai évacué. Très bien. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être sur... c'est hypothétique. Si jamais vous étiez dans une situation, l'une comme l'autre, où vous vouliez justement
accorder encore plus de temps à votre travail ou un nouveau projet, ou vous deviez prendre un poste particulier qui allait impliquer peut-être des voyages, et que c'était absolument pas compatible avec votre écosystème actuel à la maison. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, comme ça se fait ailleurs, et puis peut-être même ici, vous pourriez demander à votre mari de lui prendre un peu de recul par rapport à sa carrière pour vous accompagner dans vos projets? Moi, personnellement... Ça, c'est quelque chose qui se fait. Hein. Il y a Oui, beaucoup d'hommes qui oui, disent, bien bon, sûr. je te donne 5 ans, moi aussi, je peux peut-être m'occuper des enfants, etc., etc. Que tu te développes, que tu t'épanouisses, et après, on jaugera. Personnellement, pour mes convictions personnelles, je dirais non. D'accord. Non, je ne pense pas. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je me dis que si j'ai une opportunité, et cette opportunité-là, aussi grande, aussi belle, exclusive ou belle qu'elle soit, m'empêche je veux dire, d'avoir une harmonie au sein de ma famille, Vous n'envisagez pas. je n'envisage pas. Parce que, justement, je suis consciente de mes potentialités. Je sais que ce n'est pas la dernière opportunité que j'aurai. J'en aurai bien d'autres qui seront compatibles Mais la question pour laquelle je la pose, c'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, Ami, on ne demande pas aux hommes à ce qu'ils peuvent faire, tout faire. Voilà. Papa, c'est vrai qu'on a... Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander et pour l'harmonie de sa famille, voilà, parce que vous vous plaignez du fait, moi j'ai besoin cette expérience, j'en ai vraiment besoin pour m'épanouir. Donc toi, prends un peu surtout sur que c'est toi une pour devenir un peu, opportunité pas de vie. la maman. Et en fait, finalement, on se dit, on a parlé, c'est vrai, on a parlé du fait qu'on peut être absente du foyer et que ça peut avoir un impact sur l'harmonie. Mais mesdames, on sait toutes qu'aussi quand notre mari n'est pas là et qu'il est absent, ça crée aussi un déséquilibre pour nous. Donc c'est un besoin qui est partagé en fait. Mais on laisse, des fois on laisse, on se dit, bon, c'est normal, c'est l'homme qui n'est pas là. Lui, s'il peut voyager, il peut voyager. C'est une question de culture, en fait, et d'éducation. Et ça revient à la culture. Voilà, c'est la culture et l'éducation. Culturellement, on peut pas. On peut pas. Culturellement, on a été éduqué dans une forme de le mari, il est le maître du foyer. Donc, il y a certaines choses que la femme ne peut pas se permettre de faire. Voilà, donc franchement, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Moi, de mon point de vue, je vois votre logique, mais moi, personnellement, je me dis, je tiens tellement à m'occuper, on va dire. Donc c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose je ne serai pas en paix de savoir que j'ai laissé mon petit garçon et la maison et tout, et je suis partie juste pour le boulot, quoique certaines le feront, et c'est légitime, hein, c'est leur choix. Mais moi, je ne serai pas en paix avec moi-même. Voilà, je ne me sentirai pas en paix avec moi-même. Après, beaucoup le font, on n'a plus beaucoup de temps, beaucoup le font, mais il y en a aussi beaucoup qui se plaignent de le faire et qui disent, je le fais certes, je suis, par exemple, c'était Sheryl Sandberg là, de Facebook qui disait, oui, mon travail c'est ma vie, mais mes enfants me manquent. C'est aussi quelque part quelque chose qui pèse à beaucoup de femmes qui sont très carriéristes et qui sont sur le devant de la scène. Bon, malheureusement, on n'a plus de temps. Il va falloir conclure. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous et d'avoir partagé donc, vos témoignages sur ce sujet. Merci, en tout cas, vous y arrivez et je pense que vos conseils vont en aider plus d'une à réussir à allier donc, cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Restez avec nous, vous public. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous le rappelle encore une fois, la nouvelle chaîne ivoirienne et surtout les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur cette chaîne. C'est le numéro 4 de la TNT ou numéro 204 du bouquet Canal. Je vais y arriver. On passe à présent à la zone digitale, n'est-ce pas Aurélie ? Tout à fait. Je vais passer la parole à Ami qui va nous parler aujourd'hui de réseaux sociaux et de santé mentale. C'est intimement lié dans la zone digitale. Tout de suite. Hello les filles, ça va bien ? Ça va toujours. Et la santé mentale ? Très bien. Écoute, ça va. C'est au beau fixe. On prend la vie du bon côté, donc tout va bien. Alors, la santé mentale, c'est un thème qui est à la mode en ce moment, mais pour moi, c'est un sujet qui est très important parce que j'ai compris, en tout cas, que ça affectait notre physique, notre manière de fonctionner, notre manière d'interagir avec la société, notre environnement. Et les réseaux sociaux étant dans notre environnement, j'ai voulu justement parler de l'impact
de ces réseaux sociaux-là sur notre santé mentale. Donc, vous savez déjà comment les réseaux sociaux fonctionnent, hein. Algorithmes qui nous obligent plus ou moins à être tout le temps addicts. On parle de FOMO, Fear of Missing Out. Donc, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. On constate que les gens, on aime compter les likes, regarder les commentaires, tout ça. C'est quoi votre rapport par rapport à ça, aux réseaux sociaux? Alors écoute, ça tombe très bien que tu en parles parce que j'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière vos écrans de fumée, qui est un... Ah, je l'ai vu aussi. Ouais, il est génial. Ce sont des experts de la Silicon Valley, justement, qui ont démissionné, donc de chacun de leur poste. Il y en a un qui travaille à YouTube, l'autre à Facebook, etc. Et en fait, ils expliquaient justement que le but des réseaux sociaux, c'est de pouvoir rendre accro. Ne serait-ce qu'à travers un simple bouton qui est le bouton like. Parce que toutes ces personnes en fait, qui sont sur ces réseaux sociaux-là, tout ce qu'ils recherchent, en fait, ils ont compris que ces personnes sont à la recherche d'une certaine validation, d'un besoin. Ils ont un besoin affectif. Yes. Et quand une personne like, ils se sentent aimés. Donc, ça leur donne envie encore et encore. Et quand quelqu'un même se déconnecte, ils envoient même des notifications. Les notifications que tu reçois, c'est juste parce qu'ils veulent que tu sois toujours connecté à cette réalité virtuelle qui, en réalité, n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Après, c'est vrai que moi, j'ai regardé ce documentaire et effectivement, c'était vachement... anxiogène, peur, hein, parce que du coup, tu te dis, mon Dieu, quelle horreur, on vit dans... C'est un peu dystopien, limite. Ouais. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un rapport aussi dépendant avec les réseaux sociaux, ça va dépendre des uns et des autres. Et puis, on peut, par exemple, éteindre nos notifications. Il y a quand même l'option de opt-out. Mais par contre, effectivement, moi, je pense qu'il faut prendre énormément de recul par rapport à ça, parce que ça peut être... c'est dangereux, c'est un terrain glissant. Alain, tu as dit un mot dépendant, quand on parle de santé mentale, je ne suis pas je suis pas une experte et tout, mais quand même, la dépendance, on sait que c'est un trouble. Bien sûr, donc, en fait, faire attention justement à la dépendance. Donc, pourquoi il faut faire attention? C'est effectivement parce que ça peut avoir un impact sur nous, en fait, au quotidien. Alors, comment il faut arrêter ça? Ouais. La première des choses, tu parlais de distance, c'est de faire des cures de détox. Des petites cures, des petits moments où il faut couper ou quoi que ce soit. Je ne suis pas la meilleure à cela, mais moi, par exemple, ce que je fais, je ne vais pas prendre une semaine, etc., mais je peux avoir dans des moments de journée, des moments que je passe avec mes amis, des moments de qualité, il faut déposer le téléphone, profiter de l'instant. J'ai regardé un film où le mec, un gars, il dit « Ma story, c'est ce que je vis. Mon histoire, c'est ce que je vis. » Pas toujours retrouver le besoin de partager, en fait, tout de suite tout. Okay? La deuxième chose, c'est de ne pas être aussi, quand on regarde, parce qu'il y en a qui ont des stalkers, comme on dit, ils passent leur temps à regarder, ils posent pratiquement rien, mais ils se font des avis sur tout. Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire, d'attendre que la personne qui poste fasse des choses comme vous voulez. Donc, on en parlait, on en discutait tout à l'heure, Aurélie. Tu vas faire une photo, tu vas poster une photo. Chacun peut l'interpréter comme il veut. Ouais. Et donc, il faut comprendre que quand quelqu'un poste une photo, c'est son moment de vie qu'il poste. Ce n'est pas toute sa vie. Ouais. Et c'est même peut-être un moment qu'il a envie de partager avec tout le monde pour se sentir peut-être même pas sûrement bien dans sa peau ou juste envie de partager un engagement, prendre la parole sur un sujet. On n'a jamais vu quelqu'un, enfin, sauf un peu les plus fous, mais quelqu'un qui pleure sur les réseaux sociaux, ça va pas, venez m'aider. Non, je pense que c'est plutôt le contraire. On a déjà vu des gens... Moi, j'ai vu même ceux qui pleurent, je pense qu'ils ont des problèmes excusez-moi, mais je peux pas venir... Non, ce que tu dis, et tu n'as pas tort, c'est que les influenceurs, enfin les personnes qui ont une grande visibilité sur Facebook vont souvent te présenter, ou Facebook ou Instagram, une vie un peu parfaite, et c'est un peu ça le problème, parce que du coup, les autres les regardent et se disent, regarde, elle a ça, moi j'ai pas. Mais tu commences à avoir des profils justement qui veulent casser un petit peu cette vie parfaite et qui veulent te montrer leur combat, qui vont parler par exemple de fausses couches, qui vont te parler de... Enfin, tu vois, il faut aussi peut-être chercher des profils comme ça. Ils en sont combien, quoi? Combien ils en sont? Voilà, en fait, en tout cas, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, et surtout qu'on a tendance à suivre tout ce qui est enjolivé parce que c'est aussi fait pour ça. Donc, il faut faire attention quand les gens postent aussi, comme j'ai dit, quelle que soit la beauté du compte, la beauté du contenu, si ce compte vous
fatigue, comme on dit chez nous, ça te fatigue, c'est-à-dire que la go, elle te rend aigrie, parce que elle, comment dire ça? Ça suscite des mauvaises émotions. Voilà, elle te rend aigrie, parce que quand elle poste ses vers, ces trucs, ça te dérange, tu as envie de vivre sa vie, il faut arrêter de suivre cette personne. Il n'y a aucune obligation sur les réseaux à suivre. On s'inscrit gratuitement, on like gratuitement, on dislike gratuitement. C'est important ça, parce que même si tu connais la personne, tu n'es pas obligé Oui, non, tu n'es pas obligé de suivre. Moi, je ne suis pas. Il y a des gens même que je connais que je ne suis pas, parce que j'ai pas besoin de les suivre. Je les vois, j'ai pas besoin de les suivre. Donc, il faut faire attention à ce qu'on suit. Tout ce qui nous ramène de la négativité, qui nous rend, en tout cas, pas bien, donc mal dans notre peau, ou jaloux, ou qui nous donne envie de faire de la médisance, parce que des fois, oui, j'ai vu, elle a posté ça, elle a dit ça. Oui, c'est vrai. Que ça, ceux qui écrivent les mauvais commentaires, qui viennent te critiquer sur la page, alors que tu l'as su. Voilà. Donc des gens, par exemple, c'est ça. Par exemple, aussi venir mettre des commentaires qui sont pas forcément... Tu me suis, tu m'insultes. C'est quoi le problème? Donc du coup, voilà. En tout cas, il faut arrêter de suivre des personnes, des comptes qui nous fatiguent, comme on dit. Clair. Et le dernier point, quand on s'informe aussi, via les réseaux sociaux, il faut diversifier ces sources d'informations. Il faut lire, ouvrir un livre, N'arrêtons pas de lire. Coupons aussi nos notifications, coupez aussi les notifications des réseaux sociaux pour pouvoir profiter du moment. Donc, prendre des informations aussi à la télé. Oui. Regarder des émissions comme les nôtres, en fait, voilà, tu sais, parce que ça permet d'avoir un avis plus distancé par rapport aux choses. J'ai fait une chronique sur justement les partages de contenu abusif. Ça fait partie de ça, parce qu'à force d'être tout le temps sur les réseaux sociaux à penser que Facebook a l'information, c'est là comme ça. Voilà. Mais tu sais aussi que le documentaire explique très bien ce que tu viens de dire. Quand tu likes quelque chose ou que tu aimes une activité ou quelque chose, ils vont toujours t'emmener les mêmes informations à chaque fois. Et tu n'auras aucun esprit de discernement. Et c'est souvent même ce qui a créé des problèmes de conflit dans certaines zones un peu sensibles dans le monde. Parce que tu es tout le temps... Si tu es, par exemple, tu suis un parti politique, ils vont toujours t'envoyer des informations sur le même parti politique. Tu n'auras jamais un esprit, comme on dit, de discernement critique. Donc, effectivement, comme tu dis, il faut absolument s'ouvrir à d'autres choses. Et puis, tu sais, les millions de personnes qui pensent que Facebook, c'est un média. C'est un média d'information. Mais donc, oui, quand ils ont dit, j'ai vu ça sur Facebook, c'est ça l'histoire. Voilà. Et finalement, ça impacte notre façon de fonctionner, ça impacte aussi notre santé mentale, et surtout, rappelons-nous que c'est toujours virtuel. Et que le meilleur moyen de vivre et d'être bien dans sa vie, c'est de vivre son moment et profiter de son moment. Merci beaucoup, Amy. Je pense que c'était très intéressant et de bons conseils. Et puis, il faut vraiment prendre un peu le recul par rapport à tout ça, tu as raison. Donc, on vous invite, vous aussi, à vous déconnecter de temps en temps, même si vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le monde des réseaux. Prenez le temps de respirer et de profiter de l'instant présent. Déposez votre téléphone, regardez les femmes d'ici. Exactement. Et regardez-nous également demain, parce que demain, on sera là aussi. On vous souhaite une excellente fin de journée d'ici là. Je vous souhaite une excellente fin de journée, comme je le disais. À tout.